Mon rêve, Abdul, il est moi qui monte sur l'introduction. Pendant 50 minutes. Il met en boucle, genre ça. On va faire ça maintenant. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 2 du Canap Géopolitique Club. Bon, on est habillé pareil pour ceux qui ont la vidéo, c'est pas qu'on se lave pas, c'est juste qu'on les tourne à la suite. Donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, du coup, on va parler de racisme, on va parler de ségrégation et des interactions du sport par rapport à tout ça. Et avant d'attaquer, quelques rappels d'actualité. Le 11 avril, pendant un tournoi U15 à Porto, donc tournoi de foot, on a un jeune garçon qui représentait la PSG Academy, Armand, 13 ans, qui a été roué de coups, et j'insiste, roué de coups, pour avoir défendu un camarade victime d'une agression raciste. Donc, d'après les sources que j'ai pu consulter, c'était des cris de singe qui sont descendus des tribunes. Et pour avoir défendu son camarade, il a été roué de coups et a dû être transporté à l'hôpital avec un nez cassé. Le même week-end, donc le 12 avril, c'est une rencontre de basket dans les Landes entre le Real Chalencey et Montauban qui fait encore une fois l'objet de cris de singe descendus des tribunes, avec du coup un communiqué du club de Montauban qui accuse le club du Real Chalencey de racisme, purement et simplement. Pas juste les supporters, mais le club en entier. En parlant de club, National 2, toujours ce week-end encore décidément, c'est un match entre le SR Colmar et Chantilly. Et on a dû avoir une interruption du match par l'arbitre du coup de la rencontre, puisque le vice-président colmarien avait proféré des injures racistes envers un joueur racisé de l'équipe adverse. Et puisque c'est pas qu'en France que ça arrive ce genre de choses, au plus haut niveau, en Angleterre, Brian Brobey, qui est donc attaquant du club de Sunderland, pensionnaire de Première Ligue, a été victime de racisme via des commentaires postés sur les réseaux sociaux par des pseudo-fans, d'après la direction des Tottenham Hotspur. Mais voilà, donc par des fans de Tottenham, un club londonien, suite à la blessure d'un joueur londonien lors de la rencontre ce week-end entre Sunderland et Tottenham. Un week-end, 4 agressions ou événements à caractère raciste sur la première page d'actualité Google. Moi, ça me choque, ça m'outre. Et encore, j'ai pas consulté la deuxième page. Nul doute qu'on aurait trouvé beaucoup plus d'exemples en France, dans le monde, en Europe et à tous les niveaux. Aujourd'hui, en fait, le racisme, c'est pas l'affaire de clubs amateurs, c'est pas l'affaire d'individus isolés. C'est un cancer qui gangrène le sport professionnel, le sport amateur, les ligues, les supporters et globalement l'ensemble de l'écosystème sportif. Et en fait, la lutte contre le racisme est aujourd'hui pour moi l'une des plus grandes luttes du sport actuel. Et là où la voix des sportifs doit se faire le plus entendre, elle se fait déjà entendre, la libération de la parole en vrai, suite à l'omerta qu'il y a eu pendant des décennies. On a de plus en plus de sportifs qui prennent la parole, qui témoignent de ce qu'ils vivent dans les stades, pas juste voilà avoir des rapports d'articles, etc., mais des vraies prises de parole de clubs, de communiqués, de presse, etc. Mais en fait, la lutte contre le racisme, c'est juste la dernière émanation d'une lutte qui a sous-tendu le sport professionnel au XXe siècle. C'est la lutte contre la ségrégation raciale, en Afrique du Sud et aux États-Unis principalement. Voilà. Moi, c'est pour moi la lutte du coup sur laquelle on va jeter le projecteur aujourd'hui. Donc à la fois la ségrégation d'un point de vue historique, le racisme d'un point de vue actuel, pour mieux expliquer du coup en fait comment les sportifs aujourd'hui peuvent faire porter leur voix et ont fait porter leur voix par le passé. Et pour commencer, on va prendre le cas le plus connu, je pense, celui de l'apartheid en Afrique du Sud. J'aimerais juste, avant qu'on fonce sur le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, pour rebondir sur ce que tu as dit, j'aimerais bien donner deux exemples qui sont un peu des opposés. C'est que, typiquement, sur un match, je sais pas si vous avez vu l'interview au The Bridge récemment, où on avait Mbappé justement qui disait que quand il avait raté son penalty à l'Euro, il avait subi énormément de critiques racistes et que ça l'avait poussé justement à ne plus vouloir jouer pour l'équipe de France. Qu'il était arrivé à ce niveau où on se dit j'ai plus envie de jouer pour l'équipe de France parce que le niveau de racisme que j'ai vécu c'est affolant. Et donc là on parle du plus grand joueur au monde peut-être, tu vois, et un des plus connus, et il subit ce racisme là. On se dit mais ok, c'est un match avec beaucoup de pression, beaucoup de tension, enfin c'est un match important, donc peut-être c'est ça qui va pousser les supporters à réagir de cette manière là. Et j'ai repensé pendant que je parlais au Eleven All Star, je sais pas si vous avez vu un truc, c'était l'événement de Ami Mathieu, donc un streamer, où justement il était parti en Espagne faire un match France-Espagne, et là il y a zéro, il y a rien à gagner, tu vois. Et pourtant il y avait des cris de singe dans le public. Donc c'est à dire qu'en fait,
si c'est un match important, tu vas avoir des joueurs comme Mbappé qui vont subir du racisme. Si c'est un match pas important, tu vas avoir des joueurs qui sont pas des joueurs, des streamers qui vont subir du racisme. En fait, c'est partout. C'est partout et c'est un peu trop présent. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir, comme je te dis, en 3 jours, t'as combien d'informations qui sortent. Donc, je te donne la parole, Cédric. Et c'est super intéressant parce qu'on dit souvent que le foot agit comme reflet de la société. En fait, moi, ça me fait penser une de mes premières fractures. Bon, pour la petite histoire, je raconte ma vie un peu. Une de mes premières fractures avec l'équipe de France et le sport français en général. Même si en général, je supporte les sportifs français, mais l'équipe de France, j'ai du mal avec cette institution, la FFF. Pourquoi? Parce que je me rappelle, une de mes premières fractures, c'était que l'histoire des quotas, en fait, tout simplement. Le fait qu'en fait, parce que on est binational, parce que on a une identité multiple et multiculturelle, alors à ce moment-là, on aura moins de chance, on n'aura pas les mêmes possibilités d'accès à l'équipe de France en tant que jeune footballeur. Moi personnellement, c'est un sujet qui m'a énormément touché. Alors j'étais très jeune quand même lorsque ça s'est passé. Et du coup, ouais, forcément, on constate du coup une certaine fracture au niveau de la société qui est vraiment reflétée énormément dans le sport, en particulier le football. Et du coup, la FFF est pas en reste, forcément. On remarque aussi toutes les tensions vis-à-vis du Ramadan chaque année, etc. Des tensions qui existent en France, mais qui n'existent pas ailleurs, par ailleurs. Mais concrètement, oui, c'est le reflet de tensions sociétales, mais de manière assez exacerbée, et c'est assez inquiétant, honnêtement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et même, bah, tu parles de fracture, mais c'est plus, enfin, la fracture, elle est pas nouvelle. Enfin, en fait, elle est tellement ancienne qu'aujourd'hui, on avait l'impression qu'elle avait été patchée parce qu'on avait mis des ponts de fortune dessus, des planches en bois, etc., pour tenter de rapprocher les communautés. Mais en fait, ça marche pas. Et de plus en plus, on voit que il y a quand même alors, je vais pas dire une sécession, mais quand même de plus en plus de gens qui n'ont plus peur de manifester leur racisme, leur xénophobie, leur homophobie, et tout, globalement, ce qui est en phobie et en rejet de l'autre, quoi. Mais après, personnellement, je sais pas si c'est les gens qui sont plus tendance à montrer justement ce rejet de l'autre, ou est-ce que c'est le fait que ça a toujours été présent, mais qu'aujourd'hui on le relève et qu'on n'a pas peur, des joueurs, des streamers, des supporters n'ont pas peur de dire que là il y a un problème. Par exemple, typiquement l'histoire du Ramadan, ça fait des années que c'est comme ça, et récemment on s'est dit, au Royaume-Uni ça se fait pas, enfin ils peuvent casser leur jeûne tranquillement, pourquoi nous c'est pas comme ça? Et donc en fait c'est nous qui prenons la parole alors que ce racisme a déjà existé et continue d'exister, même si je suis d'accord avec toi qu'il y a un racisme décomplexé en ce moment. Mais moi, je me dis qu'ils sont peut-être un peu des deux. Tu vois. On a plus tendance à élever la voix, et les joueurs aussi ont plus tendance à élever la voix, et ça pose moins de problèmes, j'ai l'impression. Ouais, et bah, justement, puisqu'on parle d'élever la voix, de racisme décomplexé, ça, on va parler d'un événement un peu plus joyeux. Alors, pas l'apartheid, rassurez-vous, mais en fait, un des ponts qui a permis de rapprocher les communautés suite à l'apartheid. Mm. Rappel historique très bref, l'apartheid, c'est quoi? C'est la ségrégation raciale mise en place par l'Afrique du Sud. Donc, les gouvernements Boers, c'est-à-dire les Afrikaners, les Blancs, de descendance très souvent hollandaise, qui du coup représentaient une minorité du pays, environ 5% de la population, mais qui s'accaparait l'entièreté de la vie économique, de la vie politique, du juridique. En fait, toutes les institutions étaient sous contrôle blanc et réservées aux blancs. Comme en fait la ségrégation aux États-Unis, ça pouvait être le cas. En Afrique du Sud, donc c'était un régime qui a duré de 1950 à 1989-91. Pourquoi si tard? Il a fallu attendre en fait l'élection de Frédéric de Klerk en 89 pour que ce conservateur, c'est reste un conservateur, dans un calcul en fait politique, décide en fait d'abroger petit à petit les lois de la ségrégation entre 89 et 91 afin en fait de rapprocher les nations et surtout en fait de lever beaucoup de sanctions qui existaient contre l'Afrique du Sud, que ce soit des sanctions sportives. La FIFA avait banni le pays de 61-63 de toutes les compétitions. Elle était exclue de World Rugby, donc l'équivalent de la FIFA au rugby, jusqu'en 91. Et donc, elle était privée d'organisation de compétitions ou de participation. Et pourquoi on parle de rugby? Bah parce que en fait, en 95, donc un an après l'élection de Nelson Mandela à la présidence, la première élection multiraciale de l'histoire de l'Afrique du Sud, on a l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud et la naissance de ce qu'on a appelé plus tard l'équipe arc-en-ciel. Donc l'Afrique du Sud, drapeau, arc-en-ciel, voilà. Du coup, un pays multiculturel, ça se retrouve à la fois dans les couleurs des gens et du drapeau. Et donc cette équipe multiraciale a en fait permis d'unifier un pays autour d'une même hystérie, d'une même adrénaline et en fait d'une même cause.
On en parlait dans le premier épisode, c'était Mohamed qui faisait souvent la référence. Aujourd'hui, les gens se mettent à fond derrière une équipe et la nation vit à travers l'équipe. Et en fait, oui, très souvent, c'est pernicieux, c'est dangereux même, puisqu'on a ces débordements racistes envers Mbappé, on a cette guerre du football que Cédine avait évoquée, et si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller consulter tout de suite pour mieux comprendre de quoi on parle. Mais en fait, là, vous avez en fait une émanation positive de cette idée de faire nation derrière l'équipe, puisque en fait, après la victoire, entachée de dopage et de triche, c'est un peu, je sais pas si on y reviendra, mais c'est un peu le cas de toutes les victoires de l'Afrique du Sud. Et je dis pas ça parce que je suis français, mais voilà, malgré donc ces tâches au tableau, vous avez en fait la remise du trophée de Mandela à Fab de Clerc, non, à Renard, je crois que c'est le capitaine, qui est un blanc, donc un noir qui remet un trophée au blanc, qui le soulève ensemble, et globalement en fait dans la rue une liesse. Enfin voilà, c'est la foule en liesse, c'est des milliers de gens noirs, blancs, métis, indiens qui sortent dans la rue, qui célèbrent tous ensemble et qui en fait globalement font union derrière leur équipe. Mais déjà, merci pour notre consultant histoire qui fait très très bien son travail. Et je pense qu'on l'a vécu en France, que ce soit 90 ou 2018. On a rarement vu le pays autant soudé qu'après la victoire des Bleus. Mais en fait, c'est que quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, on va trouver des fautifs. Et c'est là où on a un vrai problème. Mais justement, c'est des belles histoires. Parce qu'on a tendance, du coup, enfin, le premier épisode était très. On a beaucoup parlé du négatif du sport. Il y a beaucoup de positifs aussi. Malheureusement, je pense qu'on va aussi continuer sur le négatif pour la suite du podcast, désolé. Mais non, il y a beaucoup de. Justement, c'est un peuple qui s'unit derrière une seule équipe. Et je trouve que c'est la beauté du sport. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, malheureusement. Yes. Bon, moi, je vais repartir sur le positif un peu, du coup. Ouh, merci, merci. Enfin, positif, ça dépend de quel côté on se place, évidemment. Faut savoir que dans le foot sud-africain, il y avait plusieurs ligues. Il y avait une ligue, la ligue officielle, qui était entre guillemets réservée aux blancs, mais il y avait aussi plusieurs ligues qui sont développées en parallèle par du coup les populations noires et qui servaient au financement du coup de certains partis noirs dans le but du coup d'avoir une influence politique. Et en fait, concrètement, c'est ça, c'est le fait que le foot peut aussi se faire porteur de revendications. C'est un constat qu'on voit énormément dans de tous les bords. Enfin, moi, je suis Marseillais, donc forcément, ça me fait penser beaucoup au fait que les supporters marseillais sont en immense majorité antifa. Enfin, si vous allez en virage, vous allez tenir beaucoup des banderoles Marseille contre le fascisme, Marseille contre le racisme, etc., etc. Donc oui, le football peut être porteur de valeurs progressistes et c'est quelque chose de beau. Et d'ailleurs, pour faire écho à la Coupe du Monde de rugby 95, en 96, ils ont organisé la CAN. Forcément, ils ont capitalisé sur les infrastructures. Et ils ont gagné la CAN 96. Donc, de la même manière, avec une union entre les Afrikaners et les autochtones. Donc voilà, c'est une assez belle histoire. Par contre, je vais aussi repartir sur le négatif. Parce que le foot peut faire évoluer la société, mais dans l'autre sens, le foot peut aussi être réactionnaire au changement. Et ça me fait penser à un événement récent. C'était lors d'Espagne-Égypte, Lamine Yamal, les supporters espagnols qui crient ouais, celui qui saute pas, c'est un musulman. En fait, moi, comment j'analyse la chose, ce que je comprends, c'est qu'en fait, on est dans un monde, que ce soit par le foot, etc., où on a une multiculturalité qui est de plus en plus importante. Là où eux, ils se disent, ouais, celui qui saute pas, c'est un musulman. En fait, je pense qu'ils n'ont pas encore internalisé le fait que une grande partie de l'Espagne est musulmane et leur joueur star, Lamine Yamal, qui sera sûrement leur plus grand joueur de leur histoire, est musulman. Et en fait, que voilà, leur équipe se fait le reflet de leurs évolutions, des évolutions de leur société. Mais j'ai l'impression que les supporters n'ont pas encore internalisé ça. Il y a un certain mouvement chez certains supporters de rejet, j'ai l'impression, de ce multiculturalisme-là. Ils se rendent pas forcément compte, en fait, que leur équipe se fait le reflet des évolutions sociétales et ils restent sur un set de valeurs parce que, faut dire la vérité, il y a même pas, en 2010, il y avait pas de musulmans dans l'équipe d'Espagne. Donc ouais. c'est un changement que chacun doit internaliser. Et là où les supporters se font un peu réac à refuser le changement, c'est un peu dommage. Et voilà, c'est un sujet abordé Mais aussi. est-ce que c'est qu'ils n'ont pas internalisé ou qu'ils refusent? Parce que pour moi, en fait, je pense qu'ils peuvent pas le nier, puisque finalement, ces supporters-là, alors sans faire de généralité, mais globalement, si c'est des gens qui sont capables de cris racistes et de chants racistes dans les stades, c'est probablement des gens qui sont situés à l'extrême droite, donc vers le projet parti comme Vox Oui. de Santiago Abascal.
ces partis-là, en fait, ils l'ont internalisé. Ils l'ont tellement internalisé que leur politique principale et finalement leur seule idée, c'est le rejet du multiculturalisme et de l'immigration. Et surtout, et même pas que de l'immigration, mais aussi des populations Oui. déjà présentes, établies depuis des générations sur Terre, sur la terre espagnole. Donc en fait, moi je pense que c'est pas tant qu'ils internalisent pas, c'est qu'ils refusent de comprendre. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, oui. Ils le savent tellement bien qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils n'ont pas compris, alors la nécessité peut-être pour des raisons économiques, etc. Mais surtout en fait que c'est trop tard. Enfin, le changement est là. Il faut vivre avec son temps et que globalement en fait, pour moi, ça me rappelle vachement la situation française. Encore une fois, on parle du racisme dans l'équipe de France, mais chaque composition de Deschamps, de Domenech et de tous les autres avant, vous avez forcément ce commentaire qui revient, mais c'est le 11 d'Afrique ou c'est le 11 français. Et encore une fois, c'est la même chose, c'est que les gens savent, voient les changements démographiques, mais refusent en fait, de les comprendre, plus que d'internaliser. Pour moi, ils les ont, mais juste ils les comprennent pas. Yes, en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que ils refusent dans le sens où ils n'arrivent pas à internaliser le fait que l'Espagne est multiculturelle, qu'ils le veuillent ou Ouais. non, en fait. En fait, je pense que tu peux vouloir ne pas voir ce multiculturalisme de l'Espagne, mais quand tu as tes meilleurs joueurs, ou que ton meilleur joueur est un musulman qui est d'origine marocaine, ça te fait chier parce que là, tu peux pas ne pas le voir. Tu vois? Tu peux pas ne pas regarder Yamal si t'es espagnol. Tu peux pas ne pas applaudir Yamal si t'es espagnol. Bah, c'est pareil avec la France, tu vois. T'as beau être raciste, quand tu regardes l'équipe de France, tu peux pas ne pas aimer l'équipe de France. Ils sont tous trop forts. Donc en fait, c'est-à-dire que ce que tu essayes de pas regarder, ce que tu essayes de mettre de côté ou ce que tu essayes de dénigrer, en fait, bah, ce sont eux qui vont t'apporter la victoire, ce sont eux que tu es obligé de regarder à la télé, et c'est ça qui te fait chier, et c'est pour ça que tu fais des cris racistes. Après, comme tu l'as dit, si je dis pas de bêtises, c'était Espagne-Égypte le match, C'est ça. donc est-ce que les cris c'était pas plus viser l'Égypte, viser Yamal, tu vois, ça peut, dans tous les cas, c'est du racisme, c'est de l'islamophobie, Oui, évidemment. on va pas rechigner, mais pour moi, c'est ça, c'est que en fait, tu forces les gens à voir ce qu'ils veulent pas voir, parce que sur le terrain, ils ont pas choisi Yamal, il est tellement fort qu'il est là. Ils ont pas choisi Mbappé, mais il est tellement fort qu'il est là. Et donc ils sont obligés de le regarder. Et je pense que c'est ça qui leur pose problème. Et c'est juste du racisme banalisé en fait. C'est juste, ils sont habitués à ça et pour eux il y a pas de problème. Enfin, il y avait déjà eu, je sais plus c'était quel match où après le match, Yamal il avait subi des trucs. Tu jettes du cochon ou tu parles de, tu vois, tu fais des cris sur le cochon parce que c'est Yamal. Donc ça c'est vraiment problématique. On est vite passé sur le positif, hein. On est retourné sur le négatif très rapidement apparemment. Mais voilà. Et tout ça, on a parlé beaucoup d'Europe, beaucoup de football, mais en fait, il n'y a pas que chez nous. Et il y a aussi beaucoup aux États-Unis. Et je Totalement. pense un événement très marquant lors de 2015-2016, je suis désolé, je me rappelle plus exactement de la date, Colin Kaepernick, donc ce joueur de football américain, qui pendant l'hymne national se met à terre, lève le poing, le symbole, donc le salut Black Power, le genou à terre, pour montrer son opposition en fait avec la nation américaine et pour défendre en fait ce qui était alors qu'un petit mouvement à l'époque, les Black Lives Matter, qui a pris une ampleur phénoménale après la mort de George Floyd en 2020. Mais voilà, donc Colin Kaepernick qui a lancé le mouvement, mais c'était pas le premier en fait finalement à défendre les minorités raciales aux États-Unis. Et avant lui, il y avait Mohamed Ali. Ouais. Et je pense que tu vas pouvoir nous en parler, Mohamed. Mais là, déjà, je m'excuse pour tous ceux qui regardent, je vais vous tunnel les frères. Parce que là, si on rentre sur la boxe, je suis foutu. Mais non, juste par contre, par rapport à Copernic, regardez, je sais pas si elle est encore sur Netflix, mais moi j'ai regardé la série sur Netflix, elle était magnifique. Si elle est encore, franchement, foncez-y, parce que c'est une mini-série, donc c'est quelques épisodes. Mais c'est vraiment très 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 intéressant. Et avant de partir sur Mohamed Ali, on va partir sur un autre boxeur qui s'appelle Jack Johnson. Et donc en fait, Jack Johnson, il a un peu oublié de l'histoire, mais 1908, premier champion de boxe du monde noir. Donc, aux États-Unis, je le rappelle, 1908, c'est une Amérique très très blanche et très très ségrationniste. Mais premier champion noir. 1910, ils ont en fait un truc qui s'appelle le White Hope. En fait, c'est-à-dire qu'on veut un combattant blanc qui batte Jack Johnson. Tu vois, le but, c'est de se dire on veut un blanc qui le batte parce qu'on en a marre de voir un champion du monde qui est noir. Tu vois. Et donc, il y a ce combat en 1910. Malheureusement pour eux, Jack Johnson gagne. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des émeutes qui vont faire suite à ça. Et il va y avoir des morts suite à ça. Et ouais, il y a des morts suite à ça. Après, c'est 1910, donc ça reste plus ancien, c'est un siècle. Mais vraiment, c'est pour montrer que c'est intemporel et qu'il y a eu des morts suite à cette victoire d'un combattant noir, tout simplement, qui est un peu oublié de l'histoire. Et si on reste aux États-Unis, évidemment, Mohamed Ali. En fait, Mohamed Ali découle de Jack Johnson dans le sens où lui n'a pas eu peur de montrer qui il était. Mohamed Ali, c'est un combattant qui a dit
bah, je suis noir, que vous l'acceptez ou pas, je vais me considérer comme noir. Par exemple, typiquement, quand il a changé son nom de Cassius Clay en Mohamed Ali, la raison pour laquelle il a dit, bah, je vais pas garder ce nom qui m'a été donné par les blancs, ce nom d'esclave qui m'a été donné par les blancs, je choisis mon propre nom. Et je sais plus c'était contre qui, mais il avait gagné un combat justement contre une personne qui voulait pas l'appeler Mohamed Ali et qui continuait à l'appeler Cassius Clay. Et justement, quand en fait il le tapait, il disait, What is my name? Tu vois, comment je m'appelle? Et Mohamed Ali a vraiment pris position, guerre du Vietnam, évidemment. Il a Évidemment. dit, il y a cette fameuse phrase, je peux pas la dire en entier pour certaines raisons, mais cette fameuse phrase où il dit, bah, aucun Vietnamien ne m'a insulté. Et donc en fait, je vais pas combattre des gens qui m'ont rien fait pour des gens qui m'insultent au quotidien. Et il y a même une anecdote qui est pas forcément vraie. On n'est pas sûr de la véracité de cette anecdote, mais quand il est revenu des Jeux Olympiques, il aurait jeté sa médaille dans l'eau parce qu'il a été refusé de rentrer dans un restaurant blanc. Donc c'est vraiment une personne qui n'a pas eu peur de se positionner. Et Mohamed Ali, je le respecte pour ça. Et justement, il a perdu sa licence de boxe. Il n'avait plus le droit de combattre aux États-Unis. Et il a fait un move qui est assez incroyable. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Est-ce que ça vous Non. dit quelque chose? Il est parti. Ouais, exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, je demandais à ce monsieur à ma gauche qui était à la capitale de la RDC. Que j'ai juste, bien évidemment. Il s'est pas du tout trompé. Mais ouais, il est parti à Kinshasa et il a combattu George Foreman dans le plus grand combat de l'histoire de la boxe, encore aujourd'hui, qui s'appelle Rumble in Jungle. Et donc en fait, bah, c'est un combat qui a fait des milliards de vues. C'est vraiment le plus grand combat de l'histoire. Et il a eu lieu en Afrique en fait. Et il est parti là-bas parce que déjà, comme il le disait lui-même, il veut voir d'où il vient. Il veut voir qui sont ses frères qui ont été séparés finalement. Et également, il voulait mettre l'Afrique sur la map. Et comme on l'a dit, il n'avait pas le droit de combattre aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que le plus grand combat de l'histoire de la boxe, ça s'est fait en Afrique. Et donc, il a pris position, il était avec Nation of Islam, avec Malcolm X, etc. Et je pense que, en fait, on se rend pas compte du fait que c'était les années 70, les gars. Mm. C'est-à-dire que c'était pas il y a si longtemps que ça, mais le niveau de racisme dans les années 70, c'est effrayant. Et bah, t'as MLK, t'as Malcolm X, t'as toutes ces personnes-là. C'était il y a 50 ans. Mais le fait de être boxeur et te dire, moi, je vais changer de prénom, moi, je vais m'opposer à la guerre, moi, si je peux pas, j'ai pas le droit de combattre, mes comptes sont gelés, tout ça, je m'en fous. Mais je vais prendre cette position-là parce que je suis Mohamed Ali, parce que ça me tient à cœur. Mais en fait, il a révolutionné le monde du sport, je pense. C'est pour ça que beaucoup de gens le considèrent comme le GOAT. C'est même lui qui a créé le terme GOAT. Mais beaucoup de gens le considèrent, en dehors de cadre sportif, comme une personne très intéressante à étudier. Et c'est dommage de ne pas avoir plus de Mohamed Ali. Tu vois. Moi, je pense que c'est ça Yes. qui manque. Au foot, t'as des personnes comme Maradona qui ont pris position, par exemple, sur la Palestine. Tu vois. Mais c'est dommage de ne pas avoir plus de Mohamed Ali parce que le sport en aurait besoin. Et je pense que c'est une vraie leçon de vie d'étudier Mohamed Ali. Le Et, tunnel est fini, les gars. et ouais, moi, ça me fait penser, justement, ouais, tu mentionnes qu'il y a d'autres personnalités et tout. J'ai parlé du foot encore, hein, désolé. C'est bête, mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui essayent de prendre le lead, qui essayent vraiment de lutter contre le racisme, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas un soutien qui est adéquat. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des campagnes, ouais, no to racisme, des pubs de 30 secondes avant le match de la LDC, tout ça et tout. Mais quand Vinicius, principal fer de lance, prix Socrates, principal fer de lance de la lutte contre le racisme en Europe aujourd'hui, dans le football, quand il se prend des cris de singe, pourquoi tout le monde fait comme s'il y avait rien? Quand Bresciani le traite, je sais plus ce qu'il lui avait dit exactement, mais quand Bresciani fait des insultes racistes, pourquoi les gens restent sur le terrain? Pourquoi les gens continuent à jouer avec des gens qui ne partagent pas les valeurs du sport? Simplement, en fait, c'est ça qui est assez choquant. Et justement, je tiens à faire écho, c'était le PSG, il me semble, je sais plus contre quelle équipe par contre, mais c'était en LDC. Euh, quand il me semble que c'était Dembaba d'ailleurs, qui était dans les tribunes, qui avait été désigné par un arbitre assistant comme le noir, quoi, en gros. Et les joueurs du PSG avaient refusé de jouer. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas cette unité-là autour des joueurs qui peuvent être victimes de racisme. Et en fait, c'est, ouais, ferme ta gueule et continue à jouer, tu vas leur prouver sur le terrain. Non, c'est pas ça. Mais malheureusement, je pense qu'on revient sur un sujet qu'on avait abordé encore une fois premier podcast, allez le voir. C'est le sport business en fait. Voilà, le foot business. Aujourd'hui, les footballeurs, c'est plus. Alors, bien évidemment, c'est des êtres humains, mais la société les considère pas comme des êtres humains. C'est des produits. En fait, c'est des espaces publicitaires géants qui vont taper un ballon pour nous. Et finalement, en fait, quand le produit parle, on n'aime pas parce qu'en fait, il casse cette image. Il casse l'image du gars qui tape un ballon, qui est là que pour ça et qui profite tranquillement de son argent. Mais en fait, le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est avant tout des êtres humains qui ont la chance de faire de leur passion leur métier et qui ont le droit, comme toute autre personne, comme Mohamed Ali, comme Kaepernick, mais comme tout le monde en fait avant eux, de dire
bah non, stop, ça suffit. Malheureusement, ils vont être pénalisés, ils vont avoir alors, pas des retenues de salaire, mais ils vont être mis à l'écart. Les réseaux, ça va les tailler. Ils vont avoir une réputation qui vont se traîner. Et malheureusement, en fait, bah, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup qui parlent pas. C'est parce que ça reste avant tout des salariés C'est ça. et que l'entreprise les supporte pas. C'est vraiment en mode tais-toi et divertis-nous, on n'a pas besoin de tes états d'âme, quoi, concrètement. Mais je pense justement la grosse différence avec la boxe, c'est que bah c'est une personne, tu vois. Donc c'est en fait, il est vraiment très personnifié. Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali, tu vois. C'est pas le Real Madrid. En fait, à lui tout seul, c'est le Real Madrid, tu vois. C'est pas un joueur. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, en fait, ça dépend de à quel point tu veux prendre des risques. Si tu veux te positionner en tant que personne qui combat le racisme, tu te positionnes vraiment, peu importe les risques que tu prends, tu vois. Les footballeurs d'aujourd'hui sont pas prêts à faire ce geste-là. Certains ont essayé de le faire, tu vois. Ozil a beaucoup souffert de ce genre de positionnement. Mais typiquement, à Mbappé, sur ce qu'il disait sur The Bridge, il peut très bien se positionner. Tu vois, il aurait très bien pu ouvrir sa bouche un peu plus. Et il sait les répercussions qu'il y aura. Mais en fait, aujourd'hui, comme tu as dit, c'est des produits. Et si tu ouvres trop ta bouche, combien de contrats tu perds? Combien de millions tu perds? Et c'est là en fait où ton calcul va passer de je vais peut-être pas me positionner autant que ça. Et tu disais, bah, les autres joueurs vont pas arrêter de jouer pour toi. Mais Copernic, il a fait un signe fort, il était tout seul. Et on sait combien ils sont nombreux dans une équipe de football américain, tu vois. Donc en fait, faut jouer sur les signes. Il faut jouer sur le comment moi je me positionne. Et beaucoup de footballeurs sont pas prêts à prendre ce risque dû au foot business. Est-ce qu'on aurait un petit mot de la fin de notre joueur Seiji? Je l'ai forcé à faire un mot de la fin et je voulais donner le Je suis pas micro. préparé. Bah, concrètement, c'était une discussion très intéressante. Moi, personnellement, je pense que l'issue du racisme, ça va être de faire bloc contre le racisme concrètement. Que malheureusement, on est dans un contexte économique du foot où on est vraiment dans du sport business, enfin du sport en général, hein, on est dans du sport business, dans une culture vraiment très divertissement, dans laquelle bah, le produit, le service, tais-toi et joue au ballon. C'est assez dommage. Mais le sport a pu aussi être vecteur de changement. Il a pu être vecteur de progrès. Et je pense sincèrement qu'il y a possibilité de revenir à ces valeurs du sport en faisant tous bloc, tous chacun amateur du sport, et en soutenant des initiatives qui comptent. Et finalement, comme en 98, black, blanc, beurre. Mais oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à la semaine Restez prochaine. branchés pour l'épisode 3.